C'est bien que j'arrive en troisième position, parce que je vais essayer de proposer avec l'attention que nous allons porter aux versions des années 30, du début des années 31, auxquelles il a été fait allusion. Je ne dirais pas une réponse, ce n'est pas exactement une réponse, mais une façon dont Matisse a affronté et proposé quelque chose concernant notamment un petit peu le dilemme dans lequel Rémy Labrusse, je dirais peut-être enfermé peut-être un peu Matisse. Voilà, cette tension entre quelque chose qui est une image, mais une image très faible, à peine une image, une désintégration d'image, et son rapport avec quelque chose d'autre qu'il a été cherché du côté du corps et de la phénoménologie, que je vais aller chercher d'un tout autre côté, du côté plutôt du vitalisme. Donc, dans les années 1931-1933, Matisse réalise 3 grandes nouvelles versions de la danse, versions successives. Chacune comporte 3 panneaux contigus peints à l'huile sur toile. Cette composition décorative monumentale a été exécutée sur commande du docteur Barnes, et elle devait prendre place dans la grande salle de sa fondation musée de Marion, auquel il a été question. C'est une toute petite ville en Pennsylvanie, à côté de Philadelphie. La forme et les dimensions moyennes de ces 3 toiles sont déterminées par la configuration du lieu où l'œuvre devait être placée, à savoir, comme vous le voyez, les 3 lunettes semi-circulaires communiquant sous les retombées des pendentifs, la flèche des lunettes ayant environ 3,50 m et la largeur totale étant un peu plus de 13 mètres. 2 idées commanderont, 2 idées un petit peu théoriques que je présente d'abord et que j'expliquerai par la suite, même si elles paraissent un peu abruptes pour le moment, vont commander mon approche de ces œuvres. La première, c'est que l'expression du mouvement ne consistera pas à en produire une image autonome. Il a été question déjà un petit peu de cette affaire, à savoir quelque chose qui serait à regarder comme on ferait d'un tableau, ou même d'une certaine manière comme on ferait d'une décoration. Elle consistera dans la mise sous tension la plus forte. Tension la plus forte, c'est une expression de Matisse. Des rapports intensifs et extensifs des couleurs, et donc aussi des lignes, afin de faire sentir l'élan vital. Je reprends une expression d'époque, celle de Bergson, naturellement, et c'est plutôt vers cet aspect-là sous-jacent à Matisse, à son œuvre qui m'intéresse, donc afin de faire sentir l'élan vital qui anime aussi bien le mobile, c'est-à-dire les figures en mouvement, que l'immobile, c'est-à-dire l'architecture. Il n'y a pas de forme s'exprimant pour elle-même, mais des forces couleurs, ou, comme dit Matisse dans une citation que je reprendrai tout à l'heure, des directions d'énergie. Des forces couleurs, des directions d'énergie qui se subordonnent les formes elles-mêmes, sans souci d'esthétique. Les formes de ces corps ne cherchent pas à être belles. On ne peut pas dire que ce sont des belles danses, d'une certaine façon. Je dirais que Matisse désimage l'image. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas une image, mais il la dit, ce qu'il montre comme image, il la désimage, qu'il la désesthétise, et qui, du même coup, il atteint aussi, il fait trembler sur ses bases la conception même de l'art. Ceci a rapport avec ma deuxième idée. En passant du tableau de Chevalet à la peinture murale, Matisse ouvre à l'art une nouvelle dimension pragmatique.
Matisse, depuis l'époque fauve, c'est-à-dire 1905, ces tableaux rayonnent sur le mur comme des foyers d'énergie expansive. Et maintenant, à l'échelle murale, sa peinture va vouloir prendre possession du mur, possession, je dirais plus exactement, de l'environnement architectural. C'est ce qu'il y a de nouveau avec ces danses. Donc, prendre possession de cet environnement en s'articulant directement avec lui. Et je cite Matisse, cette peinture décorative faisant corps avec l'architecture. Une peinture faisant corps. Il était question tout à l'heure du corps. Ce n'est plus tout à fait le corps phénoménologique. Une peinture faisant corps avec l'architecture. Pourquoi faisant corps? Et qu'est-ce qu'on gagne à faire corps avec l'architecture? C'est ça le problème. Une peinture faisant corps avec l'architecture, mais qui ne sera pas seulement conçue, c'est-à-dire architecturée, selon ce qu'on a appelé ultérieurement la site specificity, la spécificité du site. Matisse, non seulement anticipe largement, mais dépasse déjà ce problème de la site spécificité, car cette peinture murale se réalisera réciproquement et réalisera sa qualité murale en réarchitecturant l'architecture. Non seulement on va faire corps avec l'architecture, mais cette peinture qui va faire corps avec l'architecture va transformer l'architecture. Et Matisse le dit. La première version, entreprise en 1931, est appelée et dite la danse inachevée. Elle est exposée au musée d'art moderne de la ville de Paris, car Matisse en a interrompu l'exécution après s'être aperçu qu'il s'était trompé sur les dimensions de ses lunettes que vous avez vues tout à l'heure. En dépit de la simplification de leur volume, de leur figure, de leur volume qui est réduit, de la sobriété des couleurs, cette première composition n'est pas encore proprement murale architecturale. Elle garde quelque chose du grand tableau. Faire de la peinture morale, ce n'est pas faire un tableau en grand sur un mur. Mais c'est encore un peu ça. Les corps sont légèrement modelés, ce qu'il cherchera de plus en plus à faire disparaître, à supprimer, dans les deux versions que nous allons voir. La composition décline une série de postures, à la fois tenues en force et très contrastées, qu'elle invite à chercher à enchaîner. Il s'agit de la représentation d'une action dont l'unité seulement rythmique, unité virtuelle naturellement, se fonde entièrement sur le gestuel en animant une certaine image du corps encore, et ceci se raccrochant, se rattachant à ce qu'ont dit tout à l'heure mes deux collègues. Dans cette mesure, il s'agit encore d'une représentation d'une action dont l'unité seulement rythmique se fonde sur cette image du corps, mais comme dans un tableau classique, elle est assujettie à comme une sorte d'historia, c'est-à-dire il y a un thème que l'on nous exprime. La composition construit d'une manière purement interne la spatio-temporalité d'une scène figurée. L'interférence avec l'architecture, que je ne peux pas analyser ici, est ici extrêmement réduite. La seconde version est celle qui a été placée à la Fondation Barnes, et à la différence de la précédente, l'architecture y devient, c'est ce que je vais essayer de me montrer essentiellement dans cette petite présentation, un élément opératoire à part entière.
excusez-moi de la qualité de ces photos, il est très difficile de trouver des photos de ce qui m'intéresse, à savoir du rapport de la danse de Matisse, qu'on isole toujours de l'architecture, alors qu'elle est inintelligible, pour moi absolument inintelligible, si vous supprimez le décor dans lequel, l'architecture dans laquelle elle se situe. Et surtout, si vous la présentez, comme je suis obligé de la présenter à partir des photos, puisqu'il est interdit de la photographier, à partir de photos détourées. Et si vous détourez ces images, évidemment, vous perdez totalement le sens de l'opération Matisse. Puisqu'elle intègre la site spécificité, il convient d'abord de préciser les conditions architecturales très particulières avec lesquelles la peinture a été aux prises. Les pendentifs des voussures ont des bases d'1 mètre de large, elles sont d'une blancheur immaculée, et elles font un contraste, comme vous voyez, lumineux, absolument tranchant avec les bandes noires de la frise. La peinture est en outre située au-dessus de trois grandes portes-fenêtres de 6 mètres de haut, d'environ 2 mètres de large, et donnant en pleine lumière sur un jardin. Donc là, il y avait un très difficile problème à résoudre pour Matisse. Comment mettre une peinture comme ça, mettre quelque chose dans l'ombre? Dans l'entrée, quand on franchit la porte qui fait passer de la simple du guichet où on achète les billets pour entrer dans la Fondation Barnes, et que on rentre, la première chose qu'on voit de face, quand on rentre dans la grande salle principale, le regard fait face à la danse qui se déploie sur toute la longueur du mur en un gigantesque triptyque pleinement articulé avec les arceaux des voussures. Mais cette peinture n'est pas seule dans cette salle. Et si elle s'impose d'emblée avec un caractère aussi architectural, c'est aussi par un contraste saisissant avec toutes les œuvres qui l'entourent. Une rupture brutale, une cassure radicale dans l'art se produit ici, et d'autant plus brutale que celle-ci se produit en face de la plus haute qualité d'œuvres qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Vous voyez par exemple au fond du mur les poseuses de Seurat. La danse est en consonance avec l'architecture du lieu qu'elle investit, mais en complète dissonance avec la destination première de ce musée, de ce lieu, un musée d'exposition de tableaux. La danse n'est pas exposée à la Fondation Barnes. Elle agit sur et avec son architecture, et donc avec aussi ceux qui sont dans cet espace, les humains qui parcourent cet espace. Elle ne peut donc plus se voir comme un Renoir, un Seurat ou un Cézanne. Elle ne peut plus se regarder pour elle-même. Matisse aurait d'ailleurs souhaité que Barnes, qui refusa, ôta les 2 tableaux, un de Matisse et l'autre de Picasso, qui se trouvent, comme vous voyez, dans l'entrefenêtre, dans l'entreporte plus exactement, vous voyez, sous la danse, là vous voyez un tableau de Picasso. Il voulait qu'il les ôtât pour que s'établisse, je le cite, la séparation bien nette qu'il a tenu à introduire entre décoration murale et peinture de chevalet. Dans la version de Mérion, que nous regardons maintenant quelques instants, les danseurs-danseuses
On ne peut pas dire s'ils sont des hommes, des femmes, c'est une figure transgenre. Ces danseurs-danseuses ont des formes plus simplifiées que dans la première version et sont traités en aplat gris sans modeler. Autre différence frappante, l'apparition à la place du fond qui était laissé inachevé de grandes bandes verticales, mais plus ou moins pentues, au nombre de 10, alternativement rose et bleu dans les 3 lunettes des voûtes et noir autour des retombées des pendentifs. Ces bandes, grossièrement parallèles ou de pente opposée, articulent rythmiquement tout le champ sur lequel se découpent les danseurs. Les parties à la fois roses et bleues, dont les pentes sont plus obliques et plus dynamiques, correspondent aux aux 3 couples engagés dans des affrontements, disons, ou dans un violent corps à corps, tandis que les 2 bandes noires, dans lesquelles retombent les pendentifs, sont plus verticales, donc plus statiques, et correspondent aux nymphes assises qui reçoivent les retombées des voûtes. La danseuse couchée au centre de toute la composition, mais le corps arqué vers le haut, matérialise littéralement le moment du retournement de la gravité, l'inversion des forces de gravité. C'est entre les danseurs bondissant vers le haut et la courbure descendante, retombante des voursures, naturellement, que le croisement des forces, des directions d'énergie, comme dit, est le plus saisissant. L'architecture, donc, participe ainsi à l'agencement dynamique de l'ensemble. Matisse a particulièrement étudié le rapport entre sa peinture et la lumière ambiante. La principale difficulté tenait au contraste très fort entre la forte lumière venant des fenêtres et la pénombre dans lesquelles se trouvaient les voûtes réservées à la composition. Naturellement, on a des photos qui sont prises au flash ou avec un éclairage artificiel qui fait que vous voyez tout ça dans des conditions qui sont complètement fausses. Hein. L'image, la frise n'apparaît pas avec le même rapport de ombre-lumière que sur les photos. Et Matisse dit ceci: pour détruire très suffisamment l'action de la lumière des 2 portes qui pouvaient rendre ma décoration impossible à voir, alors j'arrête ici la situation, il eut l'idée d'éclairer la zone supérieure en y provoquant, grâce à l'opposition du noir jouant ici comme anti-lumière, l'opposition du noir avec un rose et un bleu peut monter, et avec le blanc des voûtes, un contraste plus fort que celui qui existait en bas, entre la lumière venant des portes-fenêtres et la frise. Je cite Matisse: « La peinture forme comme un fronton à ces 3 portes, fronton se trouvant dans l'ombre et devant cependant garder lui-même toute sa luminosité. » Et Matisse de préciser dans une interview: « Tout mon art, tous mes efforts ont donc consisté à changer les proportions apparentes de cette bande, c'est la surface à décorer. Je suis parvenu par les lignes, par les couleurs, par les directions d'énergie, à donner ainsi au spectateur la sensation de vol, de l'élévation qui lui fait oublier les proportions réelles beaucoup trop insuffisantes pour couronner les portes vitrées. » Et la journaliste lui demandant alors: « Votre peinture a donc réellement corrigé l'architecture ?» Et Matisse admit que cela lui avait paru impératif. Pour que la peinture puisse affecter ainsi la manière d'habiter l'architecture, il fallait qu'elle renonce à sa qualité picturale, à sa picturalité intrinsèque, celle qu'on va chercher quand on va regarder un tableau, pour acquérir une qualité murale, en quelque sorte substantielle,
et que l'ouverture inédite au lieu, l'ouverture de la peinture au lieu, rendue possible par cette muralité, lui permettent d'acquérir une dimension haute, une dimension sociale et même cosmique, dira Matisse. Faute d'y parvenir, constate Matisse, je le cite, le peintre mural fait aujourd'hui des tableaux, non des peintures murales. Il fait des images prolongeant l'illusion formaliste de l'autonomie du pictural et il décore l'architecture pour sublimer les lieux. Le renversement qu'opère Matisse, il le dit en toutes lettres, mon but a été de traduire la peinture en architecture, de faire de la fresque l'équivalent du ciment ou de la pierre. On est très loin de la picturalité de la peinture. Fin de citation. Cet unique plan, l'aplat des couleurs ainsi muralisées, libère des forces qui affranchissent la décoration de ce que Matisse appelle l'élément humain. C'est la danse de Mérion qui fait prendre conscience à Matisse de la nécessité d'un dépassement plus radical de l'organicité du corps et de l'humain. Je le cite, « Dans la peinture architecturale qui est le cas de Mérion, l'élément humain me paraît devoir être tempéré, sinon exclu. Car, je continue Matisse, cette peinture doit s'associer à la sévérité d'un volume de pierre. De plus, l'esprit du spectateur ne peut être arrêté par le caractère humain avec lequel il s'identifierait et qui le séparerait en l'immobilisant, qui le séparerait de la grande association harmonieuse, vivante et mouvementée de l'architecture et de la peinture. Une association mouvementée et vivante de l'architecture et de la peinture. Donc, l'humain doit donc reculer dans la peinture murale, dans la mesure où l'organicité des figures, tout à la fois coupe celles-ci de leur entour environnemental et invite le spectateur à une identification à leur humanité qui le sépare à leur tour, qui le sépare à son tour, le visiteur, en l'immobilisant du mouvement qui devrait faire de lui l'agent de l'association constructive de l'œuvre avec son entour architectural. Dans ce cas, explique Matisse, c'est l'humain qui est le spectateur devient l'élément humain de l'œuvre. C'est lui le spectateur, l'élément humain. Il n'est pas il est dans le spectateur qui doit créer et entrer dans cette association. Les 4 couleurs de la composition, totalement dépicturalisées, au sens où je l'ai expliqué, ont un aspect mat et sans éclat, puisqu'il s'agissait pour Matisse de couleurs positivement associées à l'idée de la pierre. Le bleu et le noir et le rose, comme le gris des corps, ne tiennent plus leur pouvoir expressif de la transposition d'un paysage ou d'une danse ou d'une ronde communautaire, comme dans la danse de Moscou que vous avez vu tout à l'heure. Il n'y a plus de ronde, et il n'y a surtout plus de communauté, et il n'y a plus d'humanité, parce qu'il y a quelque chose d'autre à conquérir. À Mérion, à en croire Matisse lui-même, les francs contrastes des couleurs, leur rapport décidé, donnent un équivalent de la dureté de la pierre. Je passe sur... Les chairs, les danseuses sont rendues par un gris uniforme. La chair est d'un gris entre le noir et le blanc, comme les murs de la salle. Voilà, je vous accumule les citations pour vous. Mais Matisse réalise que le caractère pictural de la touche trahirait par son maniérisme l'esprit de la déclaration tel qu'il la projetait, et qu'il faut, en conséquence, se décider à en sortir de la peinture. Il faut sortir de la peinture, sortir de la picturalité de la peinture. Elle qui est tentée par
formalisme, qui la fixe sur son intériorité, sur ses qualités proprement picturales. Matisse, au contraire, pour lui, au contraire, je le cite, « Les couleurs employées en toute franchise font que c'est leur rapport de quantité qui fait leur qualité. » C'est plus la qualité d'une œuvre qui fait sa qualité, c'est la quantité intensive et extensive des couleurs qui fait la qualité. Renversement total de la conception de la peinture. Opération effectuée dans d'autres conditions, par exemple par Mondrian. Cette formule, Mondrian, ce qui lui importe, ce n'est pas du tout la qualité, mais c'est le rapport de quantité des couleurs. C'est donc, enfin le donc ici est inutile, mais on comprendra que c'est un peintre en bâtiment que Matisse va confier l'application de la couleur sur les surfaces qu'il a préalables déterminées à l'aide de grandes feuilles de papier gouaché qu'il a découpées au ciseau et qu'il a déplacées jusqu'à trouver ce qu'il cherche. La composition murale était également destinée à servir, je cite, de ciel au paysage de verdure. Paysage de verdure qui aurait dû rester. Il voulait que les fenêtres, les rideaux restent ouverts. Vous avez vu tout à l'heure que la photographie qu'on a prise du cadre, la photographie de pleine face, on a fermé les rideaux. On a coupé le tableau, la frise de l'un de ces éléments. La verdure du paysage à l'extérieur fait partie de la machine architecturale, décorative, vitale, que met en place Matisse. Ménageant donc un double rapport de l'art à l'extérieur, non seulement rapport avec la pièce, mais avec un paysage extérieur, ce qui vérifie le sens environnemental intégral du décoratif, au sens matisséen, puisqu'il s'étend jusqu'à prendre la nature dans l'artifice de la construction. Après l'installation du panneau, Matisse vérifie l'expansivité totale de sa composition. Je le cite, c'est dans une lettre qu'il adresse, je ne sais plus à qui, à Simon Bussy, le 17 mai 1933, si vous voulez les références. C'est une splendeur dont on ne peut avoir une idée sans l'avoir vue. Car tout le plafond, avec ses arceaux, vit par radiation, et même cet effet se continue jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Mais Matisse a réalisé que vous pouvez aller encore beaucoup plus loin que dans la version de Mérion. Cette version de Mérion forme encore, c'est celle du bas, celle dont je vais parler, c'est du dessus. La composition de Mérion est encore un peu close sur elle-même. Elle sent encore un peu le tableau. Et c'est ça avec quoi il va vouloir rompre radicalement. Il y a une scène centrale qui forme comme le vortex, le mouvement tournant de l'ensemble. Et les deux scènes latérales sont comme les volets d'un triptyque. C'est quelque chose comme un triptyque. Il ne va plus y avoir effet triptyque dans la troisième version. Ils sont symétriques, ils se répondent, et ils convergent un peu vers le centre. On sent qu'il a voulu rassembler ça. Il va falloir faire passer ça dans tous les sens. De retour en France, après l'installation de la toile à Mérion, il réalise donc cette troisième version qui est dans un rapport plus tendu avec l'architecture qui n'est plus là, puisque c'est ça que vous pouvez voir au musée d'art moderne de la ville de Paris, cette version qu'on appelle la danse de Paris, qui est présentée
pour elle-même, indépendamment de toute site spécificité, sauf qu'elle intègre encore la question du rapport à un lieu architectural absent. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène virtuel. Il faut que vous pensiez ça, pas simplement comme... il faut remettre ça comme potentiellement en rapport avec une architecture qui pourrait être celle de la... Je n'insiste pas. Le rythme de cette nouvelle composition aux scansions puissante est plus régulier, plus continu, plus large. Il n'y a plus que 6 figures au lieu de 8. Elles sont parallèles, diversement orientées, et leurs attitudes alternant flexion et extension ne sont plus gestuellement coordonnées en couple affronté. Leur taille a été élargie de manière à se proportionner avec celle des bandes. Ces bandes de couleur rose, bleu, noir, aux tailles, aux dimensions et aux pentes quasi parallèles pour une même couleur, ne connaissent que de faibles variations. Les bandes bleues s'enchaînent avec les bandes noires en une série de larges chevrons dynamiques dans lesquels s'insèrent les triangles roses, un peu comme des aiguillons. Selon une partition totale, on dirait Glover aujourd'hui, fortement articulée mais entièrement ouverte. La composition, si on peut encore parler de composition, la décomposition plutôt, ne se clôt plus du tout sur elle-même. Elle pourrait indéfiniment se prolonger, être raccourcie, être étendue. Les nymphes associées aux bandes noires ne reçoivent plus aussi passivement la retombée des pendentifs. La force, on pourrait dire qu'elle est transarchitecturale, exceptionnelle, qui fait de cette œuvre un des monuments les plus fondamentaux du XXe siècle. La force exceptionnelle de la danse de Paris vient de ce que les danseuses devenues des pseudo-bandes ne sont plus aux prises avec une compagne, mais directement avec le système des bandes, avec le système monumental des bandes. Et dans certaines parties, vous pouvez voir ça au centre, excusez-moi, j'ai par mégarde appuyé sur dans la partie centrale, vous voyez qu'il y a des membres, vaguement un bras, vaguement un corps, qui sont plutôt traités comme des bandes plutôt que des organes du corps. Petit détail. Donc, il y a un double devenir mutuel, un devenir peinture de l'architecture, un devenir architecture un devenir architecture de la peinture, un devenir peinture de l'architecture, qui n'est pas une assimilation ou une identification, mais le vecteur d'un devenir autre, la conquête non d'un nouvel être, mais d'une intensivité vitale supérieure par l'effet du croisement de ces règnes hétérogènes. Il n'y a là plus rien qui ressemble à une histoire. Il n'y a ni commencement, ni centre, ni symétrie, ni début, ni fin. Seulement un pur devenir, comme mouvement de la répétition différenciante, mobilisant le dehors ici de l'architecture et des spectateurs. L'appréhension de cette construction se fait d'une manière afocale, comme en passant, comme accompagnant un passage dans le temps rythmé par la danse, une danse qui danse avec l'architecture et la fait danser. Elle invite du même mouvement le spectateur à entrer dans la danse, lui qui doit se faire happer dans un rythme qui le dépasse, qui l'entraîne au-delà de lui-même
et que, dans son propre langage, Matisse qualifiait de cosmique. Merci.